Chapitre 10. Bon, ce qui va arriver maintenant est beaucoup moins drôle. D'abord parce que l'automne s'avance et que le petit pied a toutes les peines du monde à garder les yeux ouverts. Le marchand de sable a fait sa livraison et il lui a servi double ration cette année. Il bâille comme un malheureux. Il se frotte les mirettes. Il n'entend plus ce qu'on lui demande. Comme d'habitude, Cornebique s'en amuse. Mais n'empêche, ça le chagrine toujours autant. Il sait ce qui l'attend d'ici quelques jours. Les nuits plus longues, plus noires, le froid et la solitude. Dis donc, Pied, et si je faisais comme toi? On se trouverait un terrier assez grand pour tous les deux et on roupillerait ensemble jusqu'au printemps. Tu imagines? Je serais le premier bouc à hiberner. Une curiosité. Psst, la faim te réveillerait au bout d'une demi-journée. Ouais, je crois que tu as raison. Tiens, rien que d'en parler, je sens comme un petit creux. Tu te rappelles ces pommes de terre au four l'autre jour? Ah oui, je me rappelle. Tu en as pris 7 fois. Tu m'as fait honte. Je t'ai fait honte? Pauvre petit pied, va. Eh bien, tu apprendras que les cuisinières apprécient qu'on finisse leur plat. Ça les honore. Elles apprécient aussi qu'on mange proprement. Ça les honore. Imbécile. Toi-même. Ils adorent faire semblant de se quereller. Ça distrait mieux que les compliments. Pendant qu'ils échangent leurs amabilités, un brouillard épais s'est levé sur la campagne. On distingue à peine la ligne des arbres dans le bois voisin. Il continue un peu à travers un vaste champ où le maïs a déjà été récolté. Mais Cornebique en a vite assez. On va s'arrêter, Pied. J'y vois plus rien et j'ai pas envie de me tordre les chevilles sur les souches. On en profitera pour manger un morceau. Ils s'assoient par terre. Le temps de déballer leurs provisions et ils ne voient même plus leurs mains. Bigre, jure Cornebique. Tu as déjà vu une purée de pois pareille? Je ne sais pas. Qui êtes-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Voyons, ce long museau, ces poils. Vous ne seriez pas un yak du Tibet par hasard? Fais pas l'idiot. Et arrête de me tripoter la barbe. J'ai mon couteau dans la main, tu risques de te couper. Ils mangent en aveugle et rigolent de leur maladresse. À la fin du repas, le brouillard est plus épais que jamais. Il baigne dans une brume cotonneuse et humide qui assourdit la voix et donne le tournis. Pied saute de l'épaule de Cornebique. Où tu vas? Mettre une lettre à la poste. Compris. Ne t'éloigne pas trop. Pied ne dit jamais qu'il va faire ses besoins. Il dit qu'il va mettre une lettre à la poste. Ou bien, pour changer, quelquefois, qu'il va faire quelque chose que personne ne peut faire à sa place. Cornebique rentre le cou dans sa veste et se recroqueville, genoux entre les bras. Saleté de temps. Est-ce le silence qui l'enveloppe maintenant ou cette brume qui le rend mélancolique? Le voilà au pays des boucs. Des silhouettes se dessinent. Mais celle qui lui apparaît d'abord ne s'appelle pas Cornebiquette. Pour la première fois, c'en est une autre. Elle s'avance, clopant. Elle a une patte folle, comme on dit. Quand elle marche, ça tangue, ça se dandine, ça s'en va sur le côté. Certains disent qu'elle est bancale, mais c'est faux. Au contraire, pense Cornebique. Ça lui donne un charme particulier. Blanche Bicoune. Que vient-elle claudiquer là dans ses souvenirs? Elle lui sourit tendrement. Que se passe-t-il? Il tressaille. Cornebique, oh, Cornebique, bougre d'âne! L'autre, avec ses yeux dorés, t'a tellement tourné la tête que tu n'as rien su voir. Blanche Bicoune, depuis toujours si gentille. Blanche Bicoune, qui t'apporte un verre entre les chansons. Maintenant qu'il y pense, il la revoit partout. Sur la place, à la salle commune. Il l'entend qui lui demande un soir d'été. On va ramasser des poires, Cornebique?
Et il s'entend répondre dédaigneux. Une autre fois, Blanche Bicoune. Oh, vieille Anne que tu es. Elle t'a espéré pendant des années et toi, tu n'en avais que pour l'autre. L'autre, qui s'est bien fiché de toi d'ailleurs. Il soupire. Il s'en cogne la tête contre les genoux. Voilà où il en est maintenant. S'il avait su, il serait sagement resté au village. Il aurait fini par oublier son chagrin. L'amour pour Blanche Bicoune lui serait venu. Une autre sorte d'amour. Celui qui prend son temps, qui console de tout et ne vous arrache pas le cœur. Et à cette heure, ils seraient bien au chaud, tous les deux, dans leur maison. Elle préparerait dans la casserole un chocolat pour les enfants pendant qu'il étalerait le beurre sur les tartines. Au lieu de ça, il court le monde comme un vagabond, avec pour seul ami un Loir qui lui mord les oreilles et dort 7 mois de l'année. Il en pleurerait. Où il est passé au fait cet énergumène? Ah oui, il est parti au petit coin. Pied? Où es-tu? Ça se passe comme tu veux? Pied? Réponds-moi. Le silence lui vrille l'estomac. Pied? Il se lève et marche devant lui les bras tendus. Ce n'est pas la nuit noire, mais la blanche, plus effrayante que l'autre. Des poussières de brouillard étincelantes et glacées lui entrent dans les yeux, les narines. Il se rappelle soudain avoir entendu au milieu de sa rêverie un petit cri étouffé. Il a mis ça sur le compte des efforts de pied pour poster sa lettre. Si c'était autre chose, bon sang de bois. Quelle autre chose, Cornebic? À quoi penses-tu? Un appel au secours empêché par une main qui se plaque sur la bouche? Une main de griffu? Un appel au secours auquel tu n'as pas répondu, perdu dans tes rêveries de tartines et de chocolat? Tu t'affoles pour un rien. Quand Pied fait sa grosse commission, ça peut durer très longtemps. Et il te joue sans doute une blague de plus, il se sera caché. Pied? Oh, il a crié trop fort. Sa propre voix le panique. Il bute sur une souche et tombe à 4 pattes. Se relève, trouve un arbre et s'y arrime comme un arbre, comme un homme qui a trop bu. Pied, réponds-moi. Les minutes passent. Les heures. Il titube, d'arbre en arbre, même pas fichu de revenir à son sac abandonné au milieu du champ. La nuit vient. Le noir remplace le blanc. Pied, où es-tu? Je gèle. Sa couverture lui manque. C'est la pire nuit de sa vie. Et quand le jour se lève enfin, il lui semble sortir d'un cauchemar interminable. Le brouillard s'est un peu dissipé. Il erre dans le champ pendant 1 heure avant de retrouver son sac. Il l'ouvre, fébrile. Des fois que Pied serait revenu se mettre au chaud dedans. Non, il n'y est pas. Pied! Il fouille les environs, trouve le courrier bien posté. Il cherche des traces de lutte. Quelle lutte? Une lutte entre le petit Pied et 4 fouines? Il leur aura suffi de le bâillonner pour le faire taire et l'emporter. C'est à peine s'il aura gigoté. Au mieux, il aura mordillé un doigt pour se défendre. Des larmes de rage lui viennent aux yeux. Pied. Il appelle encore pour se faire croire que tout n'est pas fini. Pour repousser le moment où il devra admettre que le pire est arrivé. Il passe toute la matinée à sillonner le champ et les abords du bois. Il n'arrive pas à partir. Un paysan rassemble des broussailles avec sa fourche un peu plus loin et les fait brûler. Cornebic s'approche. L'homme a l'air d'un brave type. Approchez-vous, vous êtes frigorifié. Cornebic se rend compte qu'il grelotte. Il s'approche et tend ses mains vers les flammes. Le paysan le regarde avec curiosité. Vous avez perdu quelque chose? Oui. Vous n'auriez pas vu des griffus dans le secteur par hasard? Des garces? Non, je n'en ai pas vu. Le feu crépite et lance des étincelles brûlantes dans l'air glacé. Et une sorte de petit Loir avec un pantalon à bretelles.
Non plus. L'homme secoue la tête. Non plus. Vous l'avez perdu? La chaleur des flammes pénètre les vieux os de Cornebic, les réchauffe. Il se sent bien pour la première fois depuis la veille. Et il choisit ce moment pour prononcer les mots qui conviennent. Oui, je l'ai perdu. Et il se met à sangloter. Ça le secoue de haut en bas. Il ne se cache pas. Les larmes lui dégoulinent sur les joues. Il ne les essuie pas. L'homme ne sait plus que dire. Allons, ne vous mettez pas dans cet état. Un grand garçon comme vous le retrouverez bien. Cornebic renifle, Se mouche, remercie l'homme et s'en va. Dans les jours qui suivent, il interroge, sans répit, tous ceux qu'il croise. Vous n'auriez pas vu? Est-ce par hasard vous auriez aperçu? Les gens se frottent le menton, plissent les yeux pour mieux réfléchir, mais la réponse qui tombe est toujours la même, désespérante. Non, ça ne me dit rien. Non, je n'ai pas vu ça. Il remercie et continue sa route. Le monde entier est peuplé de gens qui secouent la tête en disant qu'ils n'ont rien vu. Pied n'est plus là, et Cornebic marche avec son absence sur l'épaule, son manque. Il est chargé d'un courant d'air. Quand il met la main à la poche droite de sa veste, ses doigts ne caressent qu'une chaussette. C'est normal. À l'automne, Pied dort dans son baluchon sous la chemise contre son ventre. Il cherche. Le ventre est plat. Le baluchon est vide. Pied n'est plus là. En quelle langue faut-il te le dire, grand benet? Quand tu as fait signe à la pauvre Margie que tu te chargeais du petit, tu aurais mieux fait de lui dire la vérité. Non, désolé, j'en suis incapable, je suis un pauvre bouc minable, tout juste bon à chanter faux, debout sur une botte de paille. Je le perdrai à la première occasion. Autant le livrer tout de suite au griffu. Voilà ce que tu aurais dû lui dire à Margie. Hein, mais tu as voulu jouer les héros, rouler les mécaniques. Tu ne fais pas le poids, Cornebic. Tu n'as pas les épaules. Il se giflerait. Il se déteste. Il est écœuré de détresse. Sa seule consolation, minuscule. La voici. D'ici quelques jours, le petit Pied va s'endormir. Elles n'y pourront rien, les fouines. Elles ne seront pas de taille à lutter contre les fines paupières qui tombent, qui se ferment, qui disent « Au revoir, mesdames, je vous salue bien. Rendez-vous au printemps si vous avez la patience. »